Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Contes du Pape. Par Hector Malo. Chapitre 1. Rome. Qu'il soit ignorant ou savant, chrétien ou athée, artiste ou bourgeois, ce n'est pas de sang-froid que l'étranger approche de la ville éternelle. L'ignorant s'attendrit à l'idée du pape captif qui gémit sur la paille d'un cachot, le savant fouille la campagne romaine, l'artiste rêve des stanzes de Raphaël, le bourgeois qui a usé quelques fonds de culotte sur les bancs du collège pense au fameux SPQR. Qu'on monte en wagon à Pise, à Ancône ou à Florence pour venir à Rome, et l'on aura des chances pour voir ces divers sentiments se traduire sur la physionomie des compagnons de voyage que le hasard vous a donnés. L'aube blanchit les lointains, et déjà de chaque côté de la voie les arbres, les buissons et les broussailles émergent de l'ombre avec des formes distinctes. Quelques voyageurs s'éveillent, et ceux qui occupent les coins du wagon écrasent le bout de leur nez contre les glaces, après avoir essuyé la buée qui les recouvre au moyen du petit rideau de laine bleue. Les plus curieux baissent la glace et regardent au loin, l'air froid du matin se précipite dans le wagon et réveille les dormeurs. Il en est peu qui se plaignent. Les uns se penchent par la glace ouverte, les autres se mettent debout, et à la lueur vacillante qui tombe de la lampe du plafond, ils tâchent de lire quelques lignes de leur Handbooks de Murray, de leur Badker ou de leur Johann, selon la nationalité à laquelle ils appartiennent. Une montagne se détachant d'un massif sombre se montre au loin blanche de neige. C'est le mont Soracte, dit une voix. Et un personnage au visage rasé et à l'air grave, magistrat ou professeur, murmure le vers d'Horace. Vid ut altas et nif candidum Soracte. À Horace un autre oppose Virgile. Seme deum, sancti custos Soracti Savoio. Cependant à droite de la voie, une rivière roule ses eaux rapides et jaunes entre des berges escarpées. C'est le Tibre. Et l'on se penche pour regarder, en se frottant les yeux, et en se demandant si l'on ne se trompe pas. Des vapeurs blanches se traînent, au-dessus de la vallée, au milieu desquelles flottent çà et là quelques monticules couronnés d'une pauvre cabane ou d'un bouquet de hêtres. Cela n'est pas beau, mais c'est peut-être au pied de ces hêtres que Tityre Lentus in Ombra a appris aux échos à répéter le nom de la belle Amaryllis. Et les souvenirs classiques donnent du style aux paysages qui défilent le long de la route, même alors qu'ils sont insignifiants. Monte Rotondo, crient les employés du chemin de fer. C'est à quelques pas de là que se trouve Mentana, où les chassepots français firent merveille pour la première et la dernière fois. Plus d'arbres, plus d'arbustes, des collines nues et des champs onduleux que recouvre à peine une herbe maigre et jaunie, pas de village, pas de ferme, pas de maison, çà et là seulement une ruine ou l'arche croulante d'un aqueduc effondré. Cependant les yeux courent curieusement sur ces mornes solitudes. C'est la campagne romaine. Et ces bœufs gris, aux longues cornes fines et écartées qui se promènent en troupeau à travers ces pâtis, sont les descendants de ceux qu'Attila et Céin laissèrent en Italie lorsqu'ils reculèrent effrayés devant le pape Léon Ier, ainsi que cela résulte du tableau de Raphaël qu'on verra bientôt dans la chambre d'Héliodore. Il est rare que dans les trains qui d'Ancône, de Florence et de Pise se dirigent vers Rome, c'est-à-dire dans ceux qui portent des étrangers, cette curiosité ne se manifeste pas 1 heure ou 2 avant l'arrivée, et souvent même plus tôt encore. Dans un de ces trains venant d'Ancône pour arriver à Rome vers 8 heures du matin, une dame d'une 50aine d'années, vêtue et gantée de noir, à l'air discret et recueilli, s'était collée à la glace de son wagon dès la station d'Orty. De temps en temps elle cessait de regarder le paysage motivant qui se déroulait devant elle dans les brumes confuses de l'aube, pour tourner les yeux vers un jeune homme qui, à demi étendu sur la banquette vis-à-vis d'elle, dormait à poings fermés. Plusieurs fois elle s'était penchée sur lui, mais il ne s'était point réveillé. Il était évident qu'elle trouvait ce sommeil intempestif. Enfin, n'y tenant plus, elle posa doucement sa main sur le poing fermé du dormeur. « Aurélien, Aurélien !» Il se souleva. « Ah, comme je dormais bien !» dit-il d'un ton de regret, « je rêvais encore, un rêve charmant. »« Alors vous êtes fâché ? » ?»« Je suis fâché que vous m'ayez enlevé Bérengère, chère maman, voilà tout. » La mère mit vivement un doigt sur ses lèvres, en montrant d'un coup d'œil rapide les compagnons de voyage qui occupaient le coin opposé au leur. « Il n'y a pas de danger, dit-il en souriant à demi. Et de fait,
Il ne paraissait point que ses compagnons de voyage puissent être attentifs à ce qui se passait autour d'eux. C'étaient 2 ecclésiastiques italiens qui étaient montés à Spolète. Comme il faisait nuit à ce moment, ils s'étaient installés chacun dans son coin, et ils étaient restés en face l'un de l'autre, n'échangeant que quelques paroles de temps à autre. Mais quand le jour s'était levé, ils avaient tiré leur bréviaire de leur poche, et ils s'étaient mis à lire dedans à voix basse, articulant seulement les mots des lèvres, et faisant le signe de la croix aux endroits obligés, discrètement et à la dérobée. Mais peu à peu ils s'étaient laissés aller à la force de l'habitude, et se tassant dans leur compartiment, comme dans une stalle, allongeant leurs jambes devant eux, renversant la tête en arrière, ils avaient élevé la voix, alternant l'un l'autre, et se répondant comme s'ils étaient dans leur chapelle et célébraient publiquement l'office. Les signes de croix se faisaient à plein bras, et les Dominus, les Deus, les Amen ronflaient à pleine voix avec cette prononciation italienne qui donne tant de sonorité aux mots. Il n'y avait pas apparence que ces 2 prêtres primitifs s'amusassent à écouter la conversation de leurs voisins. « C'est égal, » dit la mère en tournant les yeux de leur côté mais sans tourner sa face. Et tout de suite elle aborda un autre sujet de peur que son fils parla, de Bérengère. « Ne voulez-vous pas connaître les pays que nous traversons ?» dit-elle. « Ma foi, chère maman, » répondit-il gaiement, « je ne suis pas malheureusement comme vous qui ne connaissez ni la faim ni la soif, ni le sommeil, ni la fatigue. Il y a temps pour tout. Quand il n'y a rien à voir, je dors, quand il fait jour, j'ouvre les yeux et je regarde. Nous devons tout utiliser, même nos plaisirs. » « Alors utilisons-les, chère maman, » dit-il en riant. Et abaissant la glace, il se mit à regarder le pays qu'il traversait. « Cette rivière aux eaux jaunes, c'est le Tibre, dit-il. »« Le Tibre ? » ?»« Oui, la rivière qui traverse Rome. »« Je vous en prie, » dit-elle en baissant la voix, « quand vous me parlez de quelque chose ou de quelqu'un, d'une rivière, d'un monument, d'un personnage, faites-le de façon à ce que je vous comprenne sans que j'aie besoin de vous interroger. Vous savez que par malheur, je n'ai pas eu d'instruction. Et cependant je vis dans un monde, où je dois paraître ne rien ignorer de ce que l'on sait généralement. À quelle difficulté je me heurte, vous ne le croiriez jamais. Cela va être encore plus sensible dans cette ville, où tout, le passé comme le présent, m'est inconnu. Cependant il est important, il est d'une importance capitale pour vous que je ne dise pas de sottises, et que je n'en fasse pas. Guidez-moi, vous qui savez. Ainsi tout à l'heure, pourquoi ne m'avez-vous pas dit, cette rivière que nous longeons est celle qui traverse Rome, c'est le Tibre. Je n'aurais pas eu besoin de vous interroger, et je vous assure que j'aurais retenu ce que vous m'auriez dit. Tâchez à l'avenir de procéder de cette manière, surtout quand nous sommes en public. Sans doute c'est le monde renversé. Ordinairement ce sont les parents qui instruisent les enfants, et ce que je vous demande, c'est que le fils instruise la mère. Le voulez-vous ? Mais assurément, chère maman. Cependant le train avait continué de rouler, et après avoir traversé la campagne romaine, il était arrivé en vue d'un rempart de briques noircies par le temps, puis, après avoir passé à travers ce rempart, il avait ralenti sa vitesse et bientôt il s'était arrêté. On était à Rome. Après s'être tant bien que mal défendu contre les cochers, les domestiques de place, les guides, les porteurs, la mère et le fils avaient fini par s'installer dans l'omnibus de l'hôtel de la Minerve, et en un quart d'heure, à travers des rues étroites et rapides, ils étaient arrivés à cet hôtel. Ils trouvèrent au second étage le salon, et les 2 chambres qui leur étaient nécessaires. « Madame mange-t-elle à table d'hôte » demanda le secrétaire. « Certainement. »« À quelle table ?»« Comment à quelle table ?»« À celle servie en maigre ou à celle servie en gras ? C'est aujourd'hui vendredi ? » ?»« À celle servie en maigre. »« Madame ? » ?»« Madame Prétavoine et Monsieur Aurélien Prétavoine. » Fin du chapitre. Chapitre 2. Et maintenant, dit doucement Madame Prétavoine, lorsqu'elle se trouva seule avec son fils dans le salon, sur lequel ouvraient leurs 2 chambres, « Maintenant mon avis est que nous nous partagions le travail, pendant que j'irai faire visite à Madame la Vicomtesse de la Roche-Audon et lui parlerai de Bérengère, vous irez à l'ambassade voir votre ancien camarade, Monsieur de Vaunois, et vous lui parlerez. Surtout vous le ferez parler de Madame de la Roche-Audon, il pourra nous être utile. Par lui vous apprendrez les bruits du monde sur Madame de la Roche-Audon et sur son fils,
le prince Michel Sobolewski, avec qui M. de Vaunois a dû se rencontrer. Peut-être même M. de Vaunois pourra-t-il vous mettre en relation avec ce jeune homme. Une camaraderie qui s'établirait tout naturellement entre vous et le frère de votre future femme vaudrait mieux qu'une liaison qui viendrait à la suite d'une présentation officielle. Si vous voulez que votre mariage réussisse. Si je le veux? Je pense que vous le voulez, mais je dis que pour cela il ne faut pas que nous éprouvions ici un échec, comme nous en avons éprouvé un à Condé. Il est donc important de manœuvrer avec prudence et de n'avancer que pas à pas. Aujourd'hui, préparons le terrain du côté de Madame de la Roche-Audon et de son fils. Plus tard, nous agirons ailleurs. En tout cas, dit Aurélien, nous ne pouvons faire ces visites qu'après déjeuner. Assurément. De tous les hôtels de Rome, la Minerve est assurément le plus curieux. D'autres situés sur la place du Peuple et sur la place d'Espagne, dans le Corso ou dans la Via del Babuino sont plus élégants, ont plus de distinction, ou plus de respectabilité, comme disent les Anglais, mais ce ne sont que des hôtels cosmopolites, comme on en trouve dans toutes les grandes villes d'Europe. La Minerve au contraire a un caractère propre, elle héberge les ecclésiastiques et les Français qui, de près ou de loin, touchent au monde dévot. À vrai dire, il n'est pas indispensable pour y être reçu, de présenter un billet de confession au portier, et 2 tables sont servies les jours d'abstinence, l'une en gras, l'autre en maigre, ce qui indique la présence d'un certain nombre d'incrédules et de mécréants, mais enfin, la clientèle prise en masse est plutôt cléricale. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à traverser un de ces longs corridors. Les domestiques qui brossent là les vêtements de leur maître, le font discrètement avec des caresses de main, en gens habitués à plier les surplis, les aubes, les étoles et les chasubles. Ces vêtements eux-mêmes, si l'on y prend attention, ont une tournure particulière, ils sont noirs. Le drap est plus épais que celui qu'on voit sur les épaules du vulgaire, les redingotes sont plus longues, les pantalons sont plus larges, devant les portes on trouve plus de souliers que de bottines, et encore beaucoup de ces souliers sont-ils à boucles. Les gens qu'on rencontre dans les escaliers et dans les vestibules ont entre eux, pour la plupart, comme un air de famille. Visage rasé, yeux baissés, pas glissés, même les jeunes filles semblent sur le point de faire une génuflexion devant le Saint-Sacrement. Et à la table du déjeuner, ce sont de discrets bénédicités et de rapides signes de croix. À côté d'un voyageur de commerce qui se retient pour ne pas chanter le fils du pape, est assis un évêque servi par son domestique, qui se tient derrière sa chaise. Un bon curé de village est à la droite de sa châtelaine qui lui a payé le voyage de Rome, et il lui parle humblement, avec un cœur plein de gratitude pour cette générosité. Dans la poche de sa soutane, il a une lettre que le portier vient de lui remettre. Elle vient de l'Anticamera Pontifica, et le maestro di Camera d'ISS le prévient que le lendemain sa sainteté daignera le recevoir à son audience. Quelle félicité! Aussi la béatitude dans laquelle il nage, lui a-t-elle coupé l'appétit. Ce n'est pas seulement pour lui qu'il est heureux, c'est encore pour sa paroisse, à laquelle il va reporter la bénédiction du Saint-Père. Quel malheur qu'une avertenza placée au bas de cette lettre dise que « E prohibito di presentare al Santo Padre domande in inscrito per indulgens, facolta, privilegi », mais enfin chaque chose doit se faire en son temps et en son lieu. Ça et là, autour de la table, sont assis d'autres ecclésiastiques, des curés, des doyens à l'air important, de jeunes abbés avec leurs élèves, auxquels ils expliquent les vers latins cités dans leur guide. Puis tout au bout, comme un président, un gros personnage, qui semble trôner sur ses sacs d'écus, et qui, tout en mangeant fortement, hausse les épaules en regardant le voyageur de commerce chaque fois qu'il voit quelqu'un faire le signe de la croix, en homme qui n'a peur de rien, et qui se demande comment on peut être assez arriéré pour se livrer encore à ces vaines pratiques. En se trouvant au milieu de ce monde, Madame Prétavoine se sentit à son aise. Évidemment, elle était dans son milieu. Elle fit une courte génuflexion en passant à côté de l'évêque, mais comme elle savait faire aussi bien que voir plusieurs choses à la fois, elle aperçut à ce moment même le sourire moqueur et le haussement d'épaule du gros personnage qui mangeait au bout de la table. Elle était femme de résolution, et dans sa vie elle avait tenu tête à des gens assis sur de plus gros sacs d'écus que celui qui se moquait d'elle en ce moment. Elle s'arrêta, et attacha sur lui 2 yeux, qui, bien qu'il ne parût pas facile à intimider, lui firent baisser le nez dans son assiette. Et comme à ce moment le maître d'hôtel qui s'était approché, lui indiquait les places du bout de la table.
Non, dit-elle à haute voix de manière à être entendue de tout le monde. Pas de ce côté, mais ici. Et de la main, elle indiqua 2 chaises libres, à une courte distance de l'évêque. Les sourires du gros personnage et le coup d'œil de Madame Prétavoine avaient été remarqués par plusieurs personnes, et notamment par l'évêque. La façon dont elle éleva la voix acheva de bien préciser la situation. Il y eut comme un discret murmure d'approbation. Et l'évêque, se tournant vers Madame Prétavoine, lui fit une longue inclinaison de tête. Cependant, Madame Prétavoine et son fils étaient restés debout derrière leur chaise. Avant de s'asseoir, ils se tournèrent tous deux vers le gros personnage, mais sans le regarder, puis ostensiblement et cependant sans affectation, ils firent le signe de la croix et récitèrent leur bénédicité avec recueillement. Lorsqu'ils l'eurent achevé, ils se signèrent de nouveau et s'assirent. Tous les yeux étaient fixés sur eux, et l'on avait cessé de manger. C'étaient là de vrais chrétiens, cette mère et son fils, que le respect humain n'empêchait pas de confesser leur foi. Quelle était cette dame ? L'évêque fit un signe à son domestique et celui-ci s'étant penché, il lui dit un mot à l'oreille. Aussitôt le domestique sortit, et au bout de 2 minutes à peine il revint, rapportant un petit carré sur lequel un nom était écrit « Madame Prétavoine ». Cependant l'évêque avait achevé son déjeuner, il se leva, et avant de se retirer, il adressa un salut à Madame Prétavoine et à Aurélien. Et après lui toutes les personnes qui quittèrent la table, saluèrent aussi la mère et le fils. De la fin de leur déjeuner à l'heure à laquelle ils pouvaient faire leur visite, Madame Prétavoine et Aurélien avaient du temps à eux. En regardant par sa fenêtre, Madame Prétavoine vit qu'elle avait une église devant elle. Elle se dit que son temps ne pouvait pas être mieux employé qu'à faire une station dans cette église. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans une église romaine. Mais si elle voyait tout ce qui se passait autour d'elle, elle ne prêtait guère d'attention au monument. Pour elle, cela n'avait pas d'utilité immédiate et pratique, et une église quelle qu'elle fût, n'était qu'une église. Cependant, elle avait remarqué ces lourdes portières en cuir, qu'un mendiant vous soulève pour vous permettre d'entrer et de sortir. En sortant, elle donna à celui qui lui souleva cette portière une pièce d'argent assez grosse. Le mendiant, ébloui de cette générosité, se confondit en bruyantes bénédictions. « Pendant que vous vous faites conduire chez Madame de la Roche-Audon, dit Aurélien, je vais aller chez Vaunois. Conduisez-moi plutôt chez Madame de la Roche-Audon, dit-elle, et vous irez ensuite chez Monsieur de Vaunois. Cela nous fera 1 heure de voiture au lieu de 2 courses. » Si Aurélien n'avait pas connu sa mère comme il la connaissait, il aurait été assurément surpris de la voir donner une grosse pièce à un mendiant et en économiser une petite sur une course de voiture. Mais, s'il ne devinait pas la cause de cette prodigalité apparente, il savait qu'elle était voulue et calculée. À coup sûr, c'était un placement. Fin du chapitre. Chapitre 3. Le quartier de Rome habité par les étrangers, par les forestiers comme on dit, est celui de la place d'Espagne, avec ses rues environnantes, via Sistina, via Gregoriana. En effet, il n'y a guère que là qu'on trouve un peu de confort dans le logement et dans son ameublement. Ailleurs, les appartements sont généralement distribués et meublés à la romaine, c'est-à-dire d'une façon un peu trop primitive pour qui veut faire un long séjour à Rome. Et puis, raison meilleure encore, ce quartier est à la mode. C'était rue Gregoriana que demeurait Madame la vicomtesse de la Roche-Audon, dans une maison neuve et de belle apparence. Ce fut à la porte de cette maison qu'Aurélien déposa sa mère. Au coup de sonnette discret de Madame Prétavoine, un petit domestique italien de 13 à 14 ans vint ouvrir la porte. Madame la vicomtesse de la Roche-Audon ? Il parut hésitant, mais il y avait cela de particulier dans son hésitation, qu'il se montrait beaucoup plus disposé à rejeter la porte sur le nez de la personne qui se tenait devant lui, qu'à la lui ouvrir. Mais Madame Prétavoine ne lui permit pas d'accomplir son dessein, car se glissant vivement et adroitement par la porte entrebâillée, elle était dans le vestibule, avant qu'il se fût décidé. Il la regarda un moment interloqué, puis lui tournant le dos, il alla à une porte et il appela avec son accent italien. « Mademoiselle Emma ». Presque aussitôt arriva une personne de tournure imposante, âgée de 40 ans environ, parée, attifée avec prétention, et qui devait être une femme de chambre maîtresse ou une dame de compagnie.
Madame Prétavoine lui exposa son désir, qui était de voir Madame la vicomtesse de La Roche-Audon. Pendant qu'elle parlait, Mademoiselle Emma la toisait des pieds à la tête et la dévisageait. Cet examen ne fut sans doute pas favorable, car Mademoiselle Emma répondit que sa maîtresse ne pouvait pas recevoir. Madame Prétavoine reprit ses explications, d'une voix douce, et elle entra dans des détails qui devaient faire comprendre à cette femme de chambre l'importance qu'elle lui reconnaissait. Elle venait de Condé-le-Châtel, le pays de Monsieur le comte de La Roche-Audon, beau-père de Madame la vicomtesse. Il y a longtemps que je suis avec Madame. Je connais Monsieur de La Roche-Audon, dit la femme de chambre d'un ton qui montrait que le moyen pour se mettre bien avec elle n'était pas de lui parler du beau-père de la vicomtesse. Alors, poursuivit Madame Prétavoine sans s'émouvoir, vous devez connaître Monsieur Filsac, avoué à Condé, et qui s'est occupé des affaires de Madame la vicomtesse. C'est de sa part que je me présente avec une lettre de lui. Disant cela, elle tira en effet une lettre de sa poche. C'est différent. Je vais alors prévenir Madame, mais en tout cas, elle est occupée en ce moment. J'attendrai. Mademoiselle Emma la fit entrer dans un tout petit salon qui communiquait avec le vestibule, puis elle se retira pour aller prévenir sa maîtresse, et en s'en allant, elle tira la porte de ce vestibule, mais néanmoins sans la fermer complètement. Madame Prétavoine s'était tout d'abord assise, et elle avait tiré de sa poche un petit livre relié en chagrin noir qui devait être un livre d'heures ou de prières, qu'elle avait ouvert. Mais la femme de chambre partit, au lieu de se mettre à lire dans son livre, elle le posa tout ouvert sur une table qui était devant elle, et se levant vivement, en marchant avec précaution sur le tapis, elle commença à examiner curieusement les choses qui l'entouraient, meubles, tentures et gravures de la calcographie accrochées au mur. Mais ce qui provoqua surtout son attention, ce furent des cartes de visite jetées pêle-mêle dans une coupe de bronze. Elle les prit et commença à les lire, mais les noms qu'elle portait étant pour la plupart étrangers, et par suite assez difficiles à retenir, elle tira un carnet de sa poche et se mit à les copier rapidement. Pour ce qu'elle se proposait, il pouvait lui être utile de savoir avec qui Madame de La Roche-Audon était en relation, et puisqu'une sotte habitude permet qu'on fasse ostentation des cartes qu'on reçoit, elle eût été bien simple de ne pas profiter de cette bonne occasion. Un coup de sonnette vint l'interrompre dans son travail. Rapidement elle abandonna les cartes et reprit son livre, de peur d'être surprise par un nouvel arrivant. En reculant d'un pas, il se trouva que par la porte entrebâillée, elle pouvait voir dans le vestibule. Son livre à sa main, elle glissa ses yeux jusque-là. Le petit domestique qui l'avait reçu venait d'ouvrir la porte, mais en reconnaissant celui qui se présentait, il lui avait fait signe qu'on ne pouvait entrer, en l'arrêtant d'une main et en mettant l'autre sur ses lèvres. Ce nouvel arrivant était un jeune homme vêtu avec élégance, portant au cou une cravate voyante, et aux mains des pierreries qui jetaient des feux. Son visage était rasé comme celui d'un prêtre ou d'un comédien, ses cheveux noirs étaient frisés. Comme le dialogue qui s'était engagé entre lui et le petit groom avait lieu à voix basse et en italien, Madame Prétavoine n'entendait pas les paroles qu'ils échangeaient rapidement, et 2 mots seulement arrivaient jusqu'à elle, My Lord et Hardet. Mais lorsque 2 Italiens s'expliquent, il n'est pas indispensable bien souvent d'entendre ce qu'ils disent. Pour les comprendre, il n'y a qu'à les regarder, tant leur mimique est expressive. Et Madame Prétavoine ne perdait pas un de leurs mouvements. Ma maîtresse est avec My Lord, disait le groom, vous ne pouvez pas entrer. Là-dessus, la physionomie du jeune élégante avait exprimé un vif mécontentement. Hardet, avait-il dit en accompagnant ce nom de pays, d'autres mots que Madame Prétavoine n'avait pas entendus. Revenu à l'improviste, avait répliqué le groom. Et va-t-il bientôt s'en aller? 2 bras grands ouverts, la tête baissée en avant furent une réponse qui n'avait pas besoin de traduction. Pendant ce temps, Mademoiselle Emma était arrivée, et apercevant celui qui se tenait dans la porte entrebâillée, elle avait laissé échapper une sourde exclamation de mécontentement. Puis s'avançant vivement. My Lord est revenu d'Hardet, dit-elle. Reste-t-il? Je crois qu'il va repartir, je vous ferai prévenir. Et moitié par persuasion, moitié par force, elle l'avait repoussé et lui avait mis la porte sur le nez. Immédiatement Madame Prétavoine avait repris son livre, et s'asseyant,
elle s'était plongée dans une lecture si attentive, qu'elle allait jusqu'à prononcer des lèvres les mots qu'elle lisait. Bien lui avait pris de se hâter, car Emma, après avoir congédié le visiteur, s'était retournée, et elle avait aperçu la porte du salon entrebâillée. Alors la pensée s'était présentée à son esprit, que la dame qu'elle avait fait entrer dans ce salon, avait pu entendre, ou tout au moins voir ce qui venait de se passer, et vivement, elle était venue s'assurer de la réalité de ses soupçons. Mais la dame introduite dans le salon était si profondément absorbée dans sa pieuse lecture, qu'elle ne leva même pas la tête quand Emma entra. Ce fut seulement quand celle-ci se trouva devant elle qu'elle l'aperçut. « Eh bien ?» demanda-t-elle, reprenant les choses au point où elles avaient été interrompues. Madame la vicomtesse prie madame de vouloir bien l'attendre. « Vous voyez, c'est ce que je fais, » dit madame Prétavoine gracieusement. Et aussitôt elle s'enfonça de nouveau dans son livre. « Voilà une bigote, » se dit Emma qui ne voit pas plus loin que son nez. Et comme elle était parisienne, elle ajouta en riant toute seule. « Un nez de province encore, ils sont jolis les indigènes du pays du comte de la Roche-Audon. » Et le mépris qu'elle professait pour ce vieil avare qui ne voulait pas mourir, se trouva singulièrement augmenté, par le mépris que cette femme noire lui inspirait. Elle avait de la religion, mademoiselle Emma, comme tous les gens comme il faut, mais elle n'aimait pas les dévots. Pour madame Prétavoine, restée seule, elle avait de nouveau abandonné son livre pour réfléchir. Ce qu'elle venait de voir et d'entendre était assez clair, pour qu'un grand effort d'esprit ne lui fût pas nécessaire. Mylord était l'amant de madame de la Roche-Audon, l'amant en titre, celui pour lequel on avait des égards et dont sans doute on dépendait à un titre quelconque, et ce titre n'était pas bien difficile à deviner pour qui connaissait la position embarrassée de la vicomtesse. On n'habite pas un appartement complet, au premier étage de la Via Gregoriana, avec plusieurs domestiques, sans de grosses dépenses. Qui fournissait à ces dépenses, Mylord? Quant au jeune élégant qu'on renvoyait, c'était un amant subalterne, avec qui l'on ne se gênait point, et qui malgré son mécontentement acceptait assez volontiers son rôle. Comme elle en arrivait à ce point de son raisonnement, elle entendit un bruit de voix dans le vestibule. Rapidement, elle reprit son livre. Et presque aussitôt la porte s'ouvrit devant la vicomtesse de la Roche-Audon. Fin du chapitre. Chapitre 4. Madame Prétavoine avait souvent entendu parler de la beauté de la vicomtesse de la Roche-Audon, mais pour elle, c'était chose passée que cette beauté, car bien qu'on ne sût pas au juste l'âge de la vicomtesse, il résultait des incidents de sa vie révélés par ses nombreux procès, qu'elle devait avoir au moins 40 ans, sinon plus. Et cependant la femme qui venait d'ouvrir la porte ne paraissait pas avoir 30 ans, pas une ride sur le visage, une démarche souple, légère, pleine de grâce, une chevelure blonde et fine comme celle d'une jeune fille de 14 ans, une bouche rose, un sourire radieux, et avec tout cela la beauté correcte d'une statue de la tête aux pieds. Madame Prétavoine, qui cependant n'était guère sensible à la beauté, fut émerveillée. Elle s'était levée, elle resta un moment sans parler. Ce fut madame de la Roche-Audon, qui commença l'entretien. « On me dit, madame, que vous avez à me remettre une lettre de monsieur Filsac. Il a été plein de zèle, plein de dévouement pour moi monsieur Filsac, et je serais heureuse de lui témoigner ma reconnaissance pour ses bons soins. » Cela fut dit avec une bonne grâce parfaite, qui eût donné du courage à la solliciteuse la plus réservée. Mais ce n'était point en solliciteuse que madame Prétavoine se présentait. Elle tendit à la vicomtesse la lettre de l'avoué. Bien qu'elle fût longue, madame de la Roche-Audon la lut d'un coup d'œil. « Ah, madame, dit-elle lorsqu'elle l'eut achevée, combien j'ai d'excuses à vous faire. C'est vous qui venez chez moi quand c'eût été à moi d'aller chez vous, si vous aviez bien voulu m'envoyer cette lettre au lieu de prendre la peine de me l'apporter. C'était à moi, madame, d'avoir l'honneur de vous faire la première visite. Monsieur Filsac me dit que vous voyez souvent ma chère fille, et que vous pouvez me parler d'elle longuement. Comment est-elle, la pauvre petite? » C'était là que madame Prétavoine attendait madame de la Roche-Audon. La première partie de son plan avait réussi, elle était entrée dans la place. À elle maintenant, à son adresse de s'y établir, à son tact de s'y maintenir. Puisqu'on l'interrogeait, elle pouvait répondre, et pour cela prendre son temps. « Il faut, dit-elle, que je vous explique, madame.
Comment Monsieur Filsac a été amené à me charger de cette lettre et à vous faire parvenir par moi des nouvelles de Mademoiselle Bérangère. Touché, comme tous les catholiques, des malheurs du Saint-Père, nous avons organisé dans le diocèse de Condé une loterie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.